Voilà. Donc, bonjour à tous, bienvenue hein, sur ce webinaire thématique défi. Donc, effectivement, c'est le quatrième de la série des 7 webinaires programmés. En fait, je me présente d'abord, je suis Céline Vachon, je suis animatrice éco-phyto et agroécologie à la Chambre régionale d'agriculture Nouvelle-Aquitaine, basée à Limoges. Et donc, en fait, ces webinaires thématiques vous sont proposés sur la filière grande culture, polyculture, élevage, en déclinaison du colloque qui a pu être réalisé en décembre. Alors, Joseph, si tu peux dérouler la diapo. Voilà, donc il y a eu un colloque qui a été organisé en Charente le 8 décembre sur la filière grande culture, polyculture, élevage pour donner tous les résultats des réseaux défis. Et donc, la matinée a été filmée et disponible en replay sur le site AgriWeb TV et aussi, vous retrouverez tous les documents et les diaporamas sur le site de la Chambre régionale d'agriculture. Et en fait, l'après-midi du colloque se composait d'ateliers déclinés du coup pour que tout le monde puisse en profiter sous la forme de 7 webinaires. Voilà, donc un certain nombre sont déjà passés, il y en a d'autres à venir. Du coup, tu peux passer à la diapo suivante, voilà. Donc pour les webinaires, en fait, on vous propose un format d'1 heure. Joseph You va présenter son, son diaporama, puis ensuite, je vous propose d'échanger. Et donc, vous pouvez déjà commencer à saisir toutes vos questions au fur et à mesure de la présentation dans l'espace de discussion. Donc ensuite, moi, je relirai les questions et donc si on a un petit peu de temps, ensuite, on pourra peut-être, comme on n'est pas très nombreux, ouvrir, les micros et puis, voilà, poser directement les questions, à l'intervenant. Les webinaires sont enregistrés pour que du coup, derrière, ils puissent être disponibles en replay, sur la chaîne YouTube de la Chambre, régionale d'agriculture. Voilà. Et vous pouvez ensuite retrouver toutes les productions des groupes Défi Ferme sur Ecophytopic. Il y a un espace défi qui est vraiment dédié à ça. Donc voilà, des fiches, des pages dédiées au groupe et puis des fiches pratiques remarquables, des choses comme ça. Donc pour aller un petit peu plus loin que ce qu'on pourra voir aujourd'hui. Voilà, donc je vous rappelle simplement, hein, vous avez l'habitude maintenant de travailler sous Zoom, hein, donc pendant le déroulement de la présentation, je vous remercie de laisser vos micros fermés et donc voilà, de poser les questions au fur et à mesure dans le chat. On verra ensuite à la fin de la présentation pour dérouler, vous laisser la parole. Voilà, donc merci à tous et puis je te laisse la parole. Très bien, bonjour à tous. Donc Joseph You. Moi, je suis l'animateur coordinateur du CIVAM Plaine et Marais Mouillé sur le Marais Poitevin, donc entre Niort et La Rochelle. Donc j'accompagne un groupe défi dont Mathieu Baudouin, la ferme que je vais vous présenter. Donc qui a la particularité en fait d'avoir mis des brebis dans ses couverts végétaux. Euh, Mathieu, en fait, c'est un jeune de 40 ans qui a repris en fait la ferme familiale, mais qui a été divisée en deux. Donc, il s'est retrouvé avec une ferme de 100 hectares dans les Deux-Sèvres, en bordure de marais, de zones humides, sur des terres assez compliquées, de l'argilo-calcaire superficielle. Et son père avait déjà mis en place en fait l'agriculture de conservation des sols, justement pour optimiser ces terres qui sont plutôt pauvres et plutôt avec une réserve utile limitée. Donc, quand il a repris la ferme, la stratégie en fait des couverts végétaux était à son balbutiement, mais est déjà en place. Il s'est retrouvé en fait devant un peu un dilemme. C'est vrai que sur 100 hectares aujourd'hui, pour vivre décemment, c'était un peu compliqué par rapport à son père qui avait le double. Et du coup, il a fait un voyage en Nouvelle-Zélande. Il a découvert en fait les brebis en 100% plein air. Et c'est quelque chose qu'il a voulu reproduire sur la ferme. Du coup, il a commencé d'abord avec un troupeau de 100 brebis, de la Romney et de la Vendéenne, donc plutôt rustique, avec de l'apport de bélier aussi assez rustique, du Romney aussi, et du Schoffel. Et, euh, et petit à petit, il a fait grossir le troupeau, enfin assez rapidement, mais il est monté en puissance jusqu'à aujourd'hui 320 mères. Le système
Aujourd'hui, il se retrouve avec, il a réussi à avoir, au fur et à mesure des années, quelques hectares en plus, surtout en zone de marais. Il a récupéré 20 hectares de prairies de marais. Puis petit à petit, après l'installation, il a récupéré donc il a démarré avec 110, 120 hectares il a récupéré 120 en marais et enfin 20 hectares pardon, en marais et à peu près une trentaine d'hectares en plaine. Aujourd'hui, il est à 160 hectares et il se retrouve avec 20 hectares de prairies en marais, 40 hectares de prairies en plaine, des prairies, temporaires et une centaine d'hectares, en culture de vente. Hem, que vous dire d'autre sur la présentation? Si, ce qui est important de dire, c'est que sur les prairies, temporaires, il a mis en place un pâturage, tournant, dynamique. Hem, je vous propose de lancer une petite vidéo en fait que j'ai réalisée, avec mon téléphone, avec les moyens du bord, mais qui sur un peu, sur Mathieu qui se présente. Il pouvait pas être là aujourd'hui, du coup voilà, j'avais cette vidéo et elle présente grosso modo elle cible principalement, l'utilisation et la stratégie, des couverts végétaux et du passage des brebis, dans les couverts. Donc moi je me suis installé donc en 2016, j'ai repris la moitié de l'exploitation, donc la part de mon père, et puis les bâtiments, donc 125 hectares, et j'ai remis en place de l'élevage avec un troupeau de 300 brebis qui sont élevées en plein air intégral. Donc des brebis limousines sur lesquelles je mets des béliers romnais. Pour ça j'ai remis 30 hectares de culture en prairie au début. Et puis maintenant, je suis arrivé à 48 hectares de prairies temporaires. Et puis, j'ai récupéré à peu près 12 hectares de prairies permanentes dans les marais. Donc, ça fait 60 hectares de prairies. Et puis, ce qui fait que maintenant, l'exploitation fait 150 hectares. Voilà, donc à peu près 90 hectares de culture et 60 de prairies. Sur l'année, si on part de la reproduction, admettons, donc la reproduction, je mets les béliers au 9 octobre. Donc là, en fait, les brebis sont dans les couverts d'été, de mi-septembre jusqu'à la jusqu'au semis de blé, quoi, donc vers début novembre. Ça me permet de leur faire un flushing et puis de ne pas attaquer les stocks d'automne dans les prairies. Après, donc pour l'hiver, je les remets dans les prairies, donc en rotation 24 heures toujours, en pâturage tournant dynamique. Si l'hiver est froid ou quoi, enfin qu'il n'y a pas beaucoup d'herbe, là on passe sur des couverts d'hiver, donc avoine, févrole, facélie principalement. On est dans une parcelle précédent blé, donc on a récolté ça le 10 juillet je crois. Donc couvert semé le lendemain de la moisson, au semoir à dents type jamais, fabrication maison. Donc ici on a du radis, du sorgho fourragé, du peur, du lin, qu'est-ce que j'ai oublié, du tournesol et du pois fourragé. Mi-septembre, il sera assez haut là et on pourra mettre les brebis dedans. Donc pour la reproduction, donc là avec un mélange comme ça, on a quand même quelque chose qui est très appétant et très nourrissant. Donc pour le flushing, pour la reproduction, a priori on est au top quoi. Chez nous, la réussite du couvert c'est quand même très important parce que c'est voilà, la reproduction du troupeau dépend de ça pas mal quoi. Donc voilà, depuis 4 ans ça marche pas trop mal, on est à 96% de taux de remplissage, donc on va tâcher de continuer comme ça. Une fois que les brebis sont passées, on sème et puis on fait un glypho dans la foulée.
Et puis, dans les parcelles qui auront une culture de printemps, eh ben, tout simplement, fin septembre, on repasse le semoir avec un mélange févroil avoine facile. Voilà. Le son était correct? Ok. Alors, je vais revenir sur le diaporama. Voilà, donc là, c'était un zoom vraiment sur les brebis dans les couverts. Donc, je ne sais pas si vous avez bien, c'était assez rapide, mais grosso modo, les couverts végétaux sont devenus pour Mathieu, entre guillemets, centrales dans la stratégie de pâturage en fait, des brebis. Parce qu'en fait, il s'est rendu compte que les couverts lui apportaient vraiment une valeur alimentaire très complète et il avait, au niveau de la reproduction et de la prolificité, il avait des résultats vraiment très intéressants. Sur donc les couverts, l'idée en fait pour lui, c'est vraiment de réussir à implanter ses couverts d'été. Donc, il a une stratégie, c'est qu'aujourd'hui, il ne récolte que si il est sûr de pouvoir avoir assez de main-d'œuvre, d'être organisé pour implanter ses couverts. Donc, on voit beaucoup ça aujourd'hui en agriculture conservation des sols, des agriculteurs qui mettent vraiment au centre la réussite des couverts d'été, ce qui n'était pas évident quand même les trois. Enfin, on a eu 3 étés quand même assez secs qui en découragent certains sur cette stratégie, mais on voit là chez Mathieu que malgré sur des sols donc quand même séchants, lui, il met vraiment tout en place pour aujourd'hui réussir ses couverts d'été parce que c'est vraiment le cœur de sa stratégie, autant pour ses cultures, mais aussi pour son troupeau. Donc, on voit aussi que en parallèle de ces prairies temporaires où il fait des pâturages temps dynamiques, pour l'hiver, il ressème en fait là où il va avoir des cultures de printemps, il sursème ses couverts donc d'été pour avoir des couverts d'hiver où il va pouvoir remettre les brebis dedans 15 jours, 3 semaines en, sur la fin la fin des agnelages et le début de lactation. Donc, par rapport à la vidéo et par rapport au diaporama, les espèces qu'on retrouve dans les couverts bon, sont un peu fluctuants. Il a, parce que aussi, bah, le système est perfectible et puis bah, il teste des choses. En tout cas, ce qu'il faut retenir sur sur les mélanges, c'est que les brebis, elles mangent en tout, entre guillemets. Il avait, il répète souvent, en fait, c'est qu'il avait lu beaucoup de choses sur ce que les animaux mangeaient pas. En fait, par exemple, on lui avait un peu déconseillé le colza et il s'est rendu compte que c'était, enfin, ça marchait bien sur ces sols. Surtout, ça lève assez bien pour des couverts d'été, le colza, et les brebis le mangeaient facilement. Il n'y avait pas forcément de problème derrière gastrique. Sur les couverts d'été, il a pu rajouter du sorgho. Il a limité un peu les pois. Et sur les couverts d'hiver, par rapport à la diapo, aujourd'hui, pareil, il a diminué franchement les pois et il est surtout aujourd'hui sur un mélange févrole avoine facélie. Voilà. Sur le pâturage des couverts, il prend un peu il est aujourd'hui grosso modo sur la même technique que sur ces pâturages des prairies temporaires. Donc, c'est un système de clôture mobile en pâturage non dynamique. Grosso modo, on est sur à peu près 1 hectare sur 24 heures, quoi. Donc, généralement, il prépare
ses clôtures sur des grands îlots tout autour et après il vient redécouper. Il est équipé d'un quad avec un système de tubes en fait autour un peu dessous le quad qui lui permet de passer au-dessus les clôtures mobiles, pouvoir se déplacer sans forcément coucher les fils. Et sur son quad, il a aussi un système de mise en place rapide de piquets et de fils en fait. Donc c'est assez rapide pour lui, c'est bien équipé pour pouvoir gagner du temps. Voilà. Euh, euh, Parole un peu d'agriculteur. Qu'est-ce que lui aujourd'hui, c'est assez rigolo parce que dans son approche, c'était un agriculteur au début, Mathieu, qui voulait ne pas être dépendant de son travail. Il n'imaginait pas du tout d'élevage au début. C'est quelqu'un qui aime bien faire la fête, qui aime bien pas forcément être d'astreinte tous les matins. Et bon voilà, la ferme qu'il a récupérée en fait l'a un peu mené au niveau rentabilité et niveau aussi agronomique à remettre de l'élevage. Et du coup aussi, il n'a pas forcément été très encouragé à remettre de l'élevage, mais il a quand même tenté le coup. Par contre, le fait d'avoir lancé l'atelier en 100% plein air, donc avec peu d'investissement, avec un système où il fait très peu de fourrage. En fait, il fait à peu près 60 bottes de fourrage pour l'hiver, au cas où, mais il n'est pas sur un affouragement tous les jours d'amener des bottes de foin au troupeau. Il est plutôt voilà, sur passer voir les brebis dans les couverts. Des fois, il va pas forcément tous les jours, hein, il va tous les 2 ou 3 jours où il passe rapidement. Et après, il a avec son quad, là, en une demi-heure, les fils sont changés. Enfin, tout est assez optimisé pour gagner du temps. Donc, voilà. Lui, il dit en fait, faut bien s'entourer d'éleveurs, de techniciens. Il faut commencer plutôt avec un petit troupeau pour se faire la main et puis monter en puissance. Pas besoin de se préoccuper de l'appétence ou de la valeur alimentaire. Les moutons mangent tout. Donc, par contre, il dit qu'il y a un peu un temps d'apprentissage. Il dit par exemple sur la facélie, les moutons, ils ont mis une semaine à commencer à croquer dedans. Et une fois qu'ils ont goûté, en fait, ils ont tout rasé. Et pareil sur un peu le mélange d'espèces et de familles. En fait, voilà, un mélange de 3, 4, 5 espèces dans le couvert apporte une alimentation assez riche et protéinée. Aussi, chose importante, la plupart du temps, pas besoin d'amener d'eau à la parcelle. En fait, les couverts végétaux contiennent suffisamment d'eau, ce qui n'est pas négligeable en termes de temps de travail, quand il faut surveiller l'eau ou voilà, déplacer des tonnes à eau, quoi. Donc lui, en fait, il y a à part l'été où il y a une surveillance quand même assez accrue sur les prairies temporaires, mais autrement, sur les couverts, il amène jamais d'eau. Voilà, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que les couverts assurent en fait une nourriture de qualité. Et lui, dans sa stratégie de reproduction, il a vraiment trouvé un bénéfice à faire pâturer en fait les brebis pour faire une sorte de flushing, c'est-à-dire que les brebis soient très en forme au moment de la reproduction. Donc voilà, donc les avantages et les limites du système. Donc les avantages en fait d'utiliser les couverts, c'est qu'on se retrouve vraiment avec une ressource fourragère complémentaire du système herbager, surtout en fait en fin d'été. Donc quand il va commencer à mettre les brebis au mois de septembre dans les couverts, c'est là où les prairies d'été commencent, enfin sont vraiment sont au bout. Ça va pouvoir aussi les reposer pour pouvoir remettre les prairies, remettre les brebis dans les prairies l'hiver. Il va vraiment faire une, donc reposer les brebis pour la repousse, mais aussi au niveau parasitaire.
Les couverts sont très appétants pour les animaux. Donc c'est des animaux qui vont justement juste avant la reproduction, se mettre vraiment en forme et manger, voilà, ouais, bonne, quoi. On a aussi donc des couverts végétaux qui sont, en travaillant les mélanges, on peut arriver aussi à travailler sur la valeur alimentaire. Donc c'est assez intéressant d'année en année de pouvoir faire évoluer son mélange et de pouvoir trouver aussi ce qui marche bien, sur son sol et ce qui marche bien aussi pour les brebis. Donc je l'ai déjà dit, mais en fait, il y a vraiment un effet flushing sur les brebis avant la mise au bélier, en fait, avec, un taux de remplissage de 96 un taux de prolificité de 1,6. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, on a avec les brebis qui sont, dans les couverts, on a une restitution de fumure organique, directement au champ. Les limites du système, donc forcément de l'astreinte, avec, aussi des clôtures mobiles, on a, un peu plus de risque de sortie des animaux. Bon ça après, il y a une éducation aussi des animaux, puis il y a aussi une habitude à prendre sur comment installer les fils et puis aussi gagner du temps sur, la mise en place du fil, avec, le comment dire? Le «désherbage» entre guillemets, mais la propreté sous le fil. En fait, bon, là, il a une stratégie de plutôt faire un fil, très, de désherber, enfin désherber, de passer un broyeur tout autour, et puis après de passer une tondeuse en fait, avant, enfin de broyer en fait avant l'installation des fils partout où il va devoir mettre ses clôtures mobiles. Voilà, les limites aussi, c'est les levées des couverts, surtout les couverts d'été. Donc là où on est très dépendant de la pluviométrie et voilà, certaines années ça peut être compliqué. On a aussi, la mise en place, de brebis sur des parcelles avec des sols, très peu portants, parce que c'est des sols qui sont cultivés. Donc voilà, les maladies du pied sont à surveiller. Il y a aussi 4e limite, qu'il a pu observer là, que j'ai pas mis dans le diaporama, c'est que, il a vu en fait que des brebis ont pu déplacer, certaines graminées, genre du brome, de parcelle en parcelle. Et donc ça, il a vraiment, dès qu'il avait du brome, c'est des parcelles où il a, pendant 1 an ou 2 arrêté de faire passer les brebis et mine de rien aussi, les brebis, c'est plutôt un effet tondeuse qui va plutôt faire taler les graminées. Donc quand on a une graminée, comme du brome, d'installer, les brebis vont plutôt le développer. Heu, voilà, j'ai terminé. Je pense qu'on peut passer, à un échange maintenant, questions-réponses, sur le système. Merci beaucoup Joseph pour cette présentation. Avant de vous laisser la parole pour ceux donc qui souhaitent, poser des questions à Joseph, j'aurais une question. Tu nous as présenté en fait le témoignage effectivement, enfin l'exploitation de Mathieu. Est-ce qu'il y a d'autres agriculteurs, autour de lui qui font la même chose? Et s'il y a des différences, est-ce que tu peux nous en parler? Alors, dans le groupe d'éleveurs, que je suis, non. Après autour de moi, dans les Stivam, plus au sud, oui, j'ai une collègue qui suit, 2-3 éleveurs qui sont en train de mettre en place, ce système. Après, j'ai d'autres éleveurs, en élevage laitier qui essayent certaines choses, mais qui n'en sont pas rendus, à vraiment le système de Mathieu. Il faut aussi dire que par chez nous, en fait, il y a très peu d'élevage de moutons. Mmh. Donc les élevages, on est sur une terre en fait où, avec beaucoup d'élevage extensif dans le Marais, avec de l'élevage plutôt bovin allaitant. OK. Eh bien, merci. Du coup, voilà, si certains d'entre vous ont des questions, je vous propose d'ouvrir votre micro et de la poser directement à Joseph. Du coup, moi, j'en ai une, si personne ne se lance.
Ma question, c'était, il met combien de brebis là? Tu t'as dit qu'il les laissait sur 1 hectare 24 heures, c'est ça? Ouais. Et il en met combien? Il est à peu près, donc il a 300 brebis sur 50 hectares. Il a une cinquantaine de brebis par hectare. Ok. Et il n'y a pas de souci, enfin, vu qu'il les laisse pas longtemps, j'imagine qu'il n'a pas de souci de piétinement ou ça pose pas de problème particulier au sol. Alors non, alors justement, lui en fait, il dit que, alors voilà, les brebis tournent assez vite, mais en fait, il, il dit plutôt ça va rappuyer son sol en fait avant les semis justement d'automne. Ok. Il y voit plutôt lui un bénéfice en fait. Et ça va aussi, voilà, ouais, par rapport à la destruction du couvert, donc en fait, les brebis, franchement, mangent vraiment tout, hein. C'est assez impressionnant de voir les prairies, enfin les couverts pâturés, elles font vraiment un nettoyage très très efficace, quoi. Et d'où l'intérêt de ressemer un couvert s'il fait une culture de printemps, du coup, parce qu'il n'y a plus rien, quoi. C'est ça. Ouais, pour les cultures de printemps, du coup, lui, il enchaîne du coup, oui, sur un couvert d'hiver. Et du coup, autant pour ses semis de couvert, autant pour les cultures d'hiver, ouais, il dit vraiment que c'est un bénéfice ce rappuyage. Et est-ce que ça lui est déjà arrivé, du coup, de rater, enfin, tu disais qu'il s'appliquait beaucoup, mais est-ce que c'est déjà arrivé de rater le couvert d'été et comment il s'assure dans ce genre de situation? Alors, comme je disais, en fait, il a toujours quand même des prairies temporaires, des prairies permanentes. Et il fait aussi une soixantaine de bottes de foin. Mais grosso modo, aujourd'hui aussi, il s'assure toujours pour les couverts d'été, d'avoir une partie dans ses rotations, parce qu'il n'a pas forcément des terres comment dire? Il a des terres plutôt profondes, enfin, il a quelques terres profondes et du coup, il s'assure toujours au moins sur ces terres-là d'avoir des couverts d'été. Hem, voilà, dans sa rotation, il va aussi sélectionner un peu, d'avoir toujours des couverts d'été dans des bonnes terres, quoi. Enfin, dans ces terres avec le plus de rendement, j'ai envie de dire. Parce que là, on est vraiment sur des terres argilo calcaires assez superficielles globalement. Ok, merci. Bonjour, merci beaucoup. J'ai adoré votre présentation, qui m'a d'ailleurs fait penser au projet que vous connaissez peut-être, le projet Possif qui a eu lieu en Île-de-France sur le même sujet. Donc c'était un vrai plaisir à écouter. Je me posais une question par rapport à ce que vous nous aviez proposé aussi dans le titre. J'ai peut-être raté le point où j'ai pas compris comment l'introduction des brebis lui avait permis de réduire son IFT ou de le maintenir bas. En fait, ça, c'est plus une approche globale de la ferme. C'est que aujourd'hui, il se met plus du tout la pression sur la réussite et entre guillemets la rentabilité plutôt forte que son père avait sur les cultures de vente. La ferme aujourd'hui, la valeur ajoutée de la ferme aujourd'hui, c'est l'élevage. Euh, et il va, du coup, Mathieu a franchement, donc, comment dire? Donc déjà, voilà, il se met moins la pression. Du coup, il est plus sur,
sur une, comment dire, il a vraiment limité, par exemple, tout ce qui était fongies ou insecticides. Son père faisait plutôt, pas du préventif, mais était, très au taquet. Mathieu, il prend plus de marge de ce côté-là. Il a aussi beaucoup renforcé, les couverts. Aujourd'hui, en fait, il y a des couverts entre chaque culture et pratiquement sur l'ensemble de l'assolement. Du coup, les couverts ont aussi un effet entre guillemets «allopathique» quoi, sur, au niveau de l'enherbement et des problèmes des adventices. Hem et troisième chose, j'ai perdu le fil. Heu, voilà aussi donc la destruction, des couverts, par les brebis, lui fait, petit à petit diminuer en fait, la dose de glyphosate, sur la destruction des couverts, quoi. Merci beaucoup. Oui. Donc, Hugues Jourdain, je suis arrivé en retard, très en retard. Mon ordinateur n'était pas chargé, il ne voulait pas démarrer, enfin bref. Donc, j'ai pas du tout suivi. Je vais peut-être poser des questions bêtes. Donc, 300 brebis sur 50 hectares, ça j'ai bien compris. L'assolement, j'ai pas écouté, mais ça a peut-être été dit. Et les couverts avant culture de printemps, c'est quoi les cultures de printemps? En culture de printemps, Mathieu, il fait de l'orge, il fait du millet, il fait du pois. D'accord. Mais après en culture d'hiver, on est principalement sur du blé. Tout ça pour commercialiser? Oui, ça... C'est ça, ouais, ouais. Après, Et il garde une petite partie en fait, j'ai pas parlé de la rotation, des prairies enfin, dans le Marais parce il a 8 hectares, enfin bon. Mais grosso modo, il fait aussi un peu de févrole et lui, il garde, j'ai oublié, il fait de l'avoine. J'ai oublié, il fait de l'avoine. Donc il se garde, un peu d'avoine, un peu de févrole, un peu d'orge pour se faire un concentré sur les agneaux en fait, voilà. Et il est en bio? Non, il est pas en bio, il est en agriculture de conservation Plus des de sols conservation. et ouais. Il vend au prix des céréales de tout le monde. Et il fait pas de mélange de céréales ou de métailles ou de... Non, alors de métailles, il est en train de se poser la question. Hem, ouais, il est en train de se poser la question justement, des métailles, ouais. Il va travailler dessus l'an prochain. Et après, autre question, prolificité d'1,6, remplissage de 96%. Pour avoir une prolificité comme ça, il fait agneuler quand? À quelle période? L'agnelage du coup, se passe au mois de mars, Non. entre le 1er et le 15. Donc, c'est le climat plutôt océanique. Alors, si c'est le marais, c'est pas froid. Oh là, on est à 30 km de la mer, ouais. Ouais, c'est ça. Mmh. Moi, je suis en Creuse, à 500 mètres d'altitude. On agnelle en tunnel, parce que pour Ah oui. confort de travail et pour surveillance plus facile. J'ai aussi 60 hectares de céréales, enfin de culture, mais j'ai un atelier porc à côté, donc il faut que je donne à manger à mes cochons. Et j'ai simplifié beaucoup mon assolement. Donc agronomiquement, je suis pas bon du tout. Je suis maïs, blé, triticale, parce que j'ai simplifié trop. Je me suis intéressé à l'agriculture de conservation depuis 3-4 ans, 4-5 ans, parce que j'ai des voisins qui sont très mordus et semoir en cumin, semi-direct, assez pratique. Enfin, moi, je voulais un gain de temps. Ceci dit, mon assolement est trop court et, j'ai un problème de tassement de sol en plus avec ma tonalité. Donc je fais un tournant, il faut que je fasse un choix. Soit j'allonge mes rotations et j'approfondis sérieusement l'agriculture de conservation et glyphosate, qui pose aussi quelques questions. Mais j'ai 150 brebis, donc pour exploiter les couverts, c'est aussi pour ça que je suis là-dedans. Et soit je ressors la charrue et puis je reste à l'ancienne. Je bouffe du fioul et je fais pas de scarbeux. Je sais pas.
Merci. Ben, merci à vous. Ben, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je voulais, grosso modo, je voulais juste parler aussi, c'est une part importante, c'est quand même sur la vente. Donc, aujourd'hui, Mathieu vend à peu près la moitié en vente directe. Et puis, la moitié la moitié des agneaux en coopérative. Par rapport à la vente directe, justement, on parlait un peu du bio. Aujourd'hui, je pense qu'il y a en tout cas le 100% plein air et le fait que Mathieu ait remis des prairies autour du village, en fait, a vraiment au niveau sociétal, a un effet très positif et il le voit par rapport à la vente directe, justement, où il échange, ça lui permet d'échanger. Et du coup, par rapport à cette question du bio, du glyphosate, c'est une manière aussi de lui, il est pas très à l'aise, mais il est, en tout cas, son système lui permet de communiquer et d'avoir comprendre aussi aux gens les enjeux de l'agriculture de conservation des sols. Et aujourd'hui, un peu aussi l'impasse où il est pour pouvoir continuer sur l'agriculture de conservation des sols malgré le glyphosate. Voilà, en tout cas, voilà. La vente directe lui permet d'échanger et d'être en lien avec le territoire là-dessus. Alors, tout à l'heure, on avait quelqu'un qui avait levé la main pour poser une question. C'est que du coup, il y a... Oui, bonjour, c'est Amran, Bourgogne-Franche-Comté. J'allais poser en fait une question par rapport à la destruction des couverts. Ça a été répondu. Et puis le monsieur juste avant moi avait posé la question sur les productions et s'il garde une partie comme concentrée, notamment de l'orge ouais, pour l'orge de printemps en fait. Si on gardait pour le concentré des brebis, j'aurais juste peut-être un compliment à demander. Donc, pour l'alimentation du petit cheptel, il est complètement autonome, si j'ai bien compris. Ah oui, il est complètement autonome, ouais. OK, ça marche. Et pour la destruction du couvert, là, tout à l'heure, on avait parlé des problématiques de levée à cause de la pluviométrie variable. Et par rapport à la destruction, est-ce qu'il est à 100% destruction par les petites tondeuses brebis ou ça lui arrive d'intervenir mécaniquement ou chimiquement? Mécaniquement, ça lui arrive d'intervenir. Okay. Je veux dire, c'est par roulage, quoi, devant le semis. Il fait un donc il fait un glyphosate juste avant ou après semis. OK, merci. Donc aujourd'hui, sur les doses de glyphosate, il est parti il y a quelques années il était sur 1,8 litres et il tend petit à petit, alors c'est selon aussi des fois le salissement, hein, mais il tend plutôt autour des 1 litre depuis un an. Un an, ouais, on est passé maintenant depuis 2 ans. Ouais. 1 litre. OK. Merci. Tout à l'heure, Joseph, tu nous as parlé du problème du brome. Est-ce qu'il y a d'autres adventices qui se maintiennent quand même dans son couvert et qui, j'imagine, sur la destruction chimique, c'est peut-être aussi pour ces adventices-là qui continuent à désherber qu'est-ce qui reste une fois que les brebis sont passées, qui nécessitent de faire du glypho? Et est-ce qu'il y a certaines adventices qui lui posent quand même souci malgré son système de pâturage? Lui, il est principalement embêté par le ray gras et le brome, en fait.
Non, ouais, et sur le brome, il s'est rendu compte que justement, c'était le tallage opéré par les brebis était vraiment à surveiller. Et donc, ouais, c'est les deux principales adventices auxquelles il est confronté, ouais, aujourd'hui. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, moi j'en aurais une autre, Joseph. Si tu peux remettre la diapo, tu sais, où il y a les mélanges du couvert. Je voulais savoir en fait si, du coup, parce que tu nous as dit effectivement qu'il avait un peu évolué dans les mélanges qu'il faisait, est-ce qu'il en teste toujours plusieurs en même temps donc, sur les différentes parcelles, et est-ce qu'il a une base, on va dire, sur laquelle il s'appuie toujours et qui fait un petit peu évoluer en termes de pourcentage? Non, comment dire, globalement, il fait pas plusieurs tests parce qu'il simplifie aussi la vie sur les semences. Et grosso modo, bah, sa base, en fait, elle est radis, lin, tournesol, radis, voilà, pois. Et il a intégré un peu de sorgho. Voilà, il a diminué un peu la moutarde. Mais grosso modo, non, c'est ça, c'est radis, lin, tournesol, pois pour les couverts d'été. Et sur les couverts d'hiver, voilà, aujourd'hui, il a simplifié un peu. Il tourne beaucoup plutôt autour de févrole, avoine, facélie. Heu, voilà, après, il produit une partie enfin, il garde une partie de ses semences sur la févrole, sur le pois, sur l'avoine. Heu Et après, bah, il est principalement sur de la semence fermière, en fait, hein, qu'il échange avec des agriculteurs autour de chez lui, qu'il achète ou qu'il échange. Et tout à l'heure, tu as dit qu'il mettait de moins en moins de poids. Il y a une raison particulière à ça? Non, je suis désolé, j'ai pas la réponse. Moi, j'ai l'impression, j'ai pas la réponse claire, mais je sais pas si c'est pas pour une histoire peut-être de levée ou de réussite dans ces terres. Oui, Mathieu? Tout à l'heure, on a parlé de son mode de pâturage, donc on a dit qu'il était en tournant dynamique. Sur les prairies, sur les couverts, est-ce que ça lui permet de repasser plusieurs fois sur le même couvert ou est-ce que les couverts sont un peu, je pense notamment au colzac, une fois qu'il est pâturé, un peu dézingué, ou est-ce que c'est du one shot les couverts? Non, non, c'est du one shot, ouais. C'est du one shot sur ces prairies temporaires. Il fait à peu près 6 passages sur ces couverts. Non, non, les couverts sont vraiment, c'est quand même assez impressionnant, hein, le travail des brebis là. Non, non, il y a rien qui il y a rien qui résiste. Surtout qu'on est sur des espèces, enfin, c'est pas des graminées quoi, qui vont taler ou quoi, quand un radis, il est mangé ou un tournesol ou, enfin, c'est non, non, ouais, les couverts sont vraiment, sont pâturés qu'une seule fois. On a un agriculteur en Île-de-France qui voulait essayer, qui essaye ça avec ses bergers, et qui voulait essayer une pression de pâturage moindre pour avoir éventuellement une chance de repasser sur ses couverts. Est-ce que ça aura une chance de marcher? Bah, j'ai pas la, j'ai pas la réponse là. Donc Mathieu, là, je sais pas si vous étiez là depuis le début, mais en fait, du coup, lui, il sursème une
il sursème en fait les couverts d'été là où il va y avoir des cultures de printemps. Entendu. Merci beaucoup. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, j'en aurais encore une, moi, Joseph, sur la partie, on va dire, apport au sol. Tu disais que Mathieu trouvait que c'était un bénéfice puisque les brebis apportaient de l'engrais, du coup. Il y a aussi le rôle des couverts par rapport à ça. Donc, derrière, voilà, comment il aborde la partie restitution au sol de l'ensemble? Il ne se pose pas forcément trop de questions là-dessus aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'a pas forcément trouvé de grandes différences par rapport au niveau fertilisation sur les cultures suivantes en fait. Il a pas, c'est pas quelque chose qu'il a pu quantifier en tout cas. Ouais, là, moi enfin comment dire? Après c'est, il a le bénéfice, du coup des couverts, du système racinaire du couvert qui reste dans le sol. Lui va se dégrader dans le sol et après il a le bénéfice d'un apport, du coup, de fumure, organique animale. Je pense qu'il doit apporter pour moi au niveau, du sol, c'est 2 peut-être, microfaunes, différentes, qui viennent s'activer et je pense que sur, des années assez longues, il va peut-être pouvoir observer sur la vie du sol, une différence justement par rapport à peut-être une personne qui pourrait avoir que découvert, et un apport de matière organique, par la diffusion des couverts. Je pense que oui, il doit développer une microfaune, petit à petit qui doit favoriser, la vie du sol. Donc ça, il le verra peut-être sur du plus long terme, quoi. Mais du coup, lui, il ne fait pas d'apport en plus complémentaire, si je comprends bien? Il n'y a pas besoin. Ça dépend des cultures. Hem, Ça dépend des cultures. Il y a si, si, il y a des app sur les cultures, de vente, il y a une fertilisation, printanière. Heu Là, par contre, j'ai pas les détails, sous les yeux. Merci. Alors, Mathieu avait une autre question. Ouais, c'est plutôt sur cette question de la entre guillemets fertilisation par le passage des moutons. C'est une question sur laquelle j'aurais tendance personnellement à être extrêmement prudent. Effectivement, on a parlé de l'apport qu'il y a au niveau des micro-organismes. Enfin, et de la remobilisation ou de la biodisponibilité des éléments minéraux et des différents éléments nutritifs pour la plante. Donc oui, il y a une remobilisation et une mise à disponibilité pour les plantes via les déjections des ovins. Par contre, au niveau du système complet, ce qui est absolument certain, c'est qu'on n'apporte pas d'azote en tant que tel. Donc sur ce terme de fertilisation, entre guillemets supplémentaire apporté par les ovins, j'aurais tendance à être toujours extrêmement prudent et plutôt parler effectivement de remobilisation ou de mise à disposition Ouais, ouais, de biodisponibilité, quoi. ouais, ouais. Bah, tout à fait, bah, c'est ce que lui, de toute façon, ce que je disais, c'est qu'il observe pas forcément de différence, mais voilà, on est plus sur un apport de matière, animale qui va faire vivre différemment le sol. Ouais, complètement. Mais oui, on n'apporte pas en plus, voilà, ouais. C'est juste que c'est transformé. Mm. Parce qu'en fait, on a quand même une exportation, quoi. Les couvernes, au lieu d'être restituées 100 au sol, sont quand même, aussi, permettent l'engraissement, des brebis. Du coup, on a une part quand même d'exportation de la biomasse, hein.
Il nous reste 5 minutes avant la fin du webinaire, donc n'hésitez pas s'il y a encore quelques questions ou quelques points à voir avec Joseph. Bon. Donc, a priori, pas d'autres questions. Est-ce que, Joseph, tu veux rajouter des éléments? Non, mais après, il y a quelque chose qui me venait sur l'importance aussi des races rustiques, en fait, par rapport au pâturage en plein air. C'est quelque chose que Mathieu continue aujourd'hui à travers les béliers et la sélection de ces béliers. Toujours voilà, trouver un compromis entre il va en coopérative, donc il faut quand même qu'il y ait une certaine conformité sur ces carcasses, mais il va aujourd'hui, il a vraiment cherché et il cherche toujours à amener de la rusticité, à garder de la rusticité dans son troupeau, quoi. Donc, il est sur quelle race alors, a priori? Il est sur de la Romney vendéenne de base. Et après, sur les béliers, il va amener du Romney, du Texel, voilà. Il est sur du Limousin. Okay. Et après aussi, c'est dans comment sur entre guillemets, le renouvellement de son troupeau. Il a un taux de renouvellement sur son troupeau de 20%. Et là, c'est pareil, le renouvellement, il va le faire aussi en fonction pour travailler sur la rusticité. Donc, il garde ses agnelles à lui. Pardon? Il garde ses agnelles à lui et Ouais, tout à fait, ouais. Chaque année, il y a à peu près, là, sur les 300, 320 brebis, il y en a 50 qui partent. Il y en a 50 qui partent et il garde 70 agnelles et puis Bon, merci. D'autres points, Joseph, que tu veux souligner ou... non, bah après, je pense que c'est bon. Eh bien, écoutez, on va 9h58, on est dans les temps, voilà, pour terminer, sauf si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. De toute façon, Joseph est joignable, hein, donc tu peux repréciser, enfin, on doit trouver ton adresse mail, je pense, sur Internet. Et puis, juste si tu peux passer après les diapos suivantes pour vous préciser, donc à la fin du webinaire, comme les autres webinaires qui sont déjà déroulés, vous pouvez les retrouver donc sur le portail de la Chambre régionale d'agriculture. Là, vous voyez dans la partie vidéo. Donc en haut, voilà, vous allez arriver sur la chaîne YouTube de la Chambre et puis vous allez retrouver donc toute la playlist des différents webinaires. Et donc, tu peux passer la diapo suivante. Il y a encore donc 3 webinaires à venir la semaine prochaine et la semaine suivante. Donc voilà, sur concevoir une rotation avec un travail du sol limité et sans produits phytosanitaires en polyculture élevage grâce à l'introduction de couverts végétaux. Et on a un webinaire sur l'intérêt du désherbage mixte, sur maïs tournesol, et un qui est axé en fait sur les résultats technico-économiques du réseau Défi, donc qui avait été présenté lors du colloque du 8 décembre. Donc là, voilà, il y a un nouveau webinaire proposé pour vous présenter, on va dire, tous les résultats des groupes Défi et 30 000 de la filière. Voilà. Écoutez, je vous remercie et puis merci à Joseph et merci à vous tous pour votre participation et vos questions. Et à bientôt donc pour d'autres webinaires. Merci à tous. merci bien. Merci.